Rebienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du Laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM qui est dirigée par Mylène Fernet. Cette semaine, on aborde la violence et les oppressions. Dans ce premier segment, on va parler d'intersectionnalité et d'oppression. Je m'entretiens avec Héloïse et Maxence, qui sont toutes deux des personnes étudiantes au Cégep de Lévis. On va parler de définition d'intersectionnalité, des luttes antiracistes, des positionnements ou des points de vue situés. Et on va parler de l'oppression systémique versus les pressions sociales. Bonne écoute! Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais juste me présenter vite. Mon nom, c'est Estelle. J'utilise les pronoms elle et les accords féminins. Je suis accompagnée de... Héloïse Cholin. J'utilise aussi les pronoms elle au féminin. Et puis, je suis présidente du comité Bigal et j'ai terminé ma technique en travail social l'année dernière également. Yes! Puis aujourd'hui, en fait, on est ici pour enregistrer un podcast, un balado, dans finalement un projet qui est beaucoup plus grand peut-être que nous deux, là, ici et maintenant, et nous tous et toutes. Un projet qui s'appelle Constellation, qui vient de cette université qui est celle du Québec à Montréal, pour... essayer d'adresser, voir, dans le fond, avec la population collégienne à travers la province du Québec, là, pour adresser les violences intimes. Oui, dans une perspective de réduire et de freiner les violences à caractère sexuel. J'imagine que vous êtes tous et toutes au courant de la loi, en fait, il y a quelques années, qui avait été mandatée et instaurée au Québec là, pour justement lutter et combattre ces violences-là au sein des établissements post-secondaires. Mis à part ça, Héloïse, moi, je suis sexologue. Je travaille pour un organisme qui s'appelle Les Trois Sexes. Et non, c'est pas pour le troisième sexe, c'est pour sexe, sexualité et sexologie. Et je suis vraiment honorée, en fait, d'être shout-out au Cégep de Lévis aujourd'hui, que je n'avais jamais été... c'est vraiment ma première fois que je viens. Puis en plus, je viens de Québec, ça n'a pas rapport. Je comprends pas pourquoi on se connaît pas, dans le fond. Moi, je pense que je le sais pourquoi on se connaît pas. Pourquoi? Y a-t-il un pont qui nous sépare? Oui, premièrement, il y a un pont qui nous sépare, mais Un troisième, je pense que peut-être. c'est pas le plus gros pont qui nous sépare. On est loin. Ouais, d'après moi, c'est aussi le fait que la région de Lévis a beaucoup, un grand besoin d'être éduquée aussi concernant les enjeux, que ce soit les enjeux queer et les violences à caractère sexuel. Puis on peut remarquer aussi que dans nos établissements scolaires au collégial à Lévis, particulièrement, ça augmente les violences à caractère sexuel. Et puis, cette loi qu'on parle, finalement, elle est super, mais les violences ne font qu'augmenter quand même. Exact. Fait que je pense que c'est aussi de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Puis, tu sais, les violences, de façon très générale, tu sais, sont beaucoup plus insidieuses qu'autrement. Insidieuses dans le sens où c'est comme si elles existent, puis elles cohabitent dans notre quotidien, tu sais, un peu plus régulièrement qu'on peut le penser. Puis aujourd'hui, on parle d'une thématique qui est pas facile à adresser. La violence, de façon générale, n'est pas facile à adresser pour qui que ce soit, là, peu importe, genre, quelle est ton existence. Je pense que c'est des sujets qui sont d'actualité constante, malheureusement, les violences, mais dans un contexte intime, dans un contexte relationnel, dans un contexte amoureux, il y a comme quelque chose qui vient s'ajouter de complexité, dans le sens où on est tous et toutes des personnes qui ont un point de vue situé. On est tous et toutes des personnes qui ont grandi à un certain endroit. Tu sais, tu parles des étudiants et étudiantes, par exemple, peut-être du Cégep de Lévis, mais en même temps, est-ce que moi, là, je vais trahir mon âge. Quelques années, quinzaine d'années peut-être, lorsque j'étais dans un autre cégep, à François-Xavier Garneau, est-ce que c'était pas la même chose finalement, tu sais? Puis comment ça influence les violences insidieuses, notre quotidien? C'est autant, oui, comme étudiante, mais c'est aussi comme personne, tu sais, comme travailleur, travailleuse. C'est tellement présent constamment, tu sais, les enjeux liés aux violences relationnelles et intimes que ça vient qu'on finit par plus en parler. Oui, genre, c'est comme si on ne sait plus comment adresser qu'est-ce que c'est finalement les violences insidieuses. Puis
particulièrement dans la thématique aujourd'hui où on va parler finalement de système d'oppression, où on va parler de notions peut-être de privilèges aussi, mais aussi d'une perspective d'un monde théorique, sociologique qu'on va essayer de bien vulgariser aujourd'hui, qui est l'intersectionnalité. Fait que comment l'intersectionnalité finalement peut nous aider ou peut nous faire prendre connaissance finalement de qu'est-ce que ça pourrait être une vie intime où on diminue finalement ces violences insidieuses. C'est un peu de ça aujourd'hui que je veux parler. On va avoir des invités, ça va être super le fun, dynamique. Puis en fait, sur ce, moi, je suis prête à starter ça. Là. Ben, mais-en. C'est important que, tu sais, on se dise que oui, les violences sexuelles sont là, on vit avec eux chaque jour. On en est tous conscients, mais on finit tous par les banaliser, malheureusement. Puis finalement, il y a plein de choses dans la vie qui arriveraient, puis que vous dites, tu sais, vous seriez comme en révolte, comment ça se peut, comment, tu sais, juste la grève qui arrive bientôt au cégep, on fait comme, hey, là, on n'aura pas de cours, on a payé pour rien. OK. Ça, on en est conscient. Mais quand on arrive avec les violences sexuelles avec lesquelles on vit chaque jour, ben, on finit par les banaliser, puis on en fait comme un ami un peu malsain qu'on traîne avec nous, au final. Fait que c'est ça qu'on va revendiquer. Solide métaphore. J'adore ça. Thank you, technique. Mais c'est ça. Fait que oui, je suis d'accord. J'aimerais qu'on continue là-dessus, puis qu'on puisse en parler un peu plus ensemble. Yes. N'hésitez pas, si vous avez des réactions, vous avez le droit comme de vivre vos émotions. C'est pas, c'est peut-être rarement indiqué socialement qu'on a le droit de vivre les vraies émotions qu'on ressent dans le moment même. Gênez-vous pas à ressentir les émotions qu'on appelle souvent négatives et ou les émotions qu'on appelle souvent positives. Fait que, tu sais, on a le droit de rire aussi parce qu'à un moment donné, genre, c'est correct, là, il y a assez d'atrocités dans le monde. On a le droit de... On rira pas des violences. On a le droit de, comme... tu sais, jiggle un peu. Ou comme... Capacité d'autodérision, ça fait du bien de temps en temps. Ouais, aussi, parce qu'on n'est pas, à l'extérieur de ça, toi puis moi. Non, dans le fond, de faire des violences insidieuses, relationnelles et intimes. Oui. Puis ça, c'est une des choses, en fait, que j'ai envie de dire, vite de même, dans l'intro. Tu sais, les violences relationnelles et intimes, souvent, ce qu'on constate, surtout dans une perspective de recherche sexologique, du moins, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on se rend compte que les gens en font tous et toutes pas mal. Il y a comme, on a des réactions puis on a des façons de faire des fois parce qu'on vient d'une famille, parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon, parce qu'on a reçu un certain niveau d'amour, de la meilleure des façons, de la pire des façons sur ce continuum-là. Mais on en échappe une sacrée gang. Là. Des fois, on est comme, whoop, celle-là, je l'ai échappé. Puis c'est aussi de voir ces choses-là, comme autant personnellement. Puis je pense que c'est ça que je trouve qui est le plus nice de ce podcast-ci, c'est je pense que ça peut devenir un outil personnel, comme d'auto-réflexion puis d'introspection. Bien, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'on s'en rend pas compte. Au final, on a des réactions qui peuvent être traumatiques, des réactions, en fait, qui viennent aussi de notre passé et justement de l'intersectionnalité de notre vie, ce qui nous pousse justement à avoir des réactions avec notre conjoint, conjointe ou peu importe la personne avec qui vous êtes et son genre. Très toxiques, puis qu'on s'en rend pas compte parce qu'on les a tellement banalisés longtemps, on s'est tellement culpabilisé longtemps intérieurement de ressentir l'émotion qu'au final, ben, on finit par la sortir sur les personnes qu'on aime le plus. Totalement. Fait qu'encore là, l'important, guys, c'est de communiquer. Puis tu sais, c'est très important, ça. Puis tu sais, c'est pas juste une communication, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est moi, je me sens comme ça, toi, comment tu te sens? Est-ce qu'on peut en discuter? Je m'excuse de mon comportement. Ça, tu sais, c'est comme ça qu'on entretient des relations saines, puis c'est justement en le faisant pas que ça mène à des relations toxiques ou qui peut avoir de la violence aussi. Puis juste vous dire aussi, là, comme c'est fascinant de lire sur les violences intimes dans la vie, lorsque on se fait finalement qu'il y a des trucs à apporter dans nos relations, genre avoir bu de l'eau, avoir bien dormi la veille et avoir mangé, favorise la communication de sujets sensibles. Fait que prochaine fois que quelqu'un est comme à côté de vous, demandez-lui, genre, tu veux-tu juste qu'on prenne une pause, machin. Faut pas non plus précipiter les discussions, surtout si les gens n'ont pas mangé, surtout s'il est 1h, 2 du matin. Genre, c'est conseil de sexologue, je le dis tout de suite. Ça mènera nulle part, votre discussion à 1h, 2 du matin. Toutes les discussions que j'ai eues à 1h, 1 étaient terribles. Celle à 1h, 2, je peux vous
genre, je peux vous... Pire. Exact. Vous confirmer que c'était pire. Bref. Je vais faire un peu l'éloge. Je vais essayer de communiquer, moi aussi, à ma façon, comme sexologue. Qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on veut dire par intersectionnalité? C'est sûr que je vais amener plus le contexte théorique de cette chose-là. Moi, personnellement et professionnellement, je me suis intéressée beaucoup au Black feminism, donc au féminisme Black, dans le fond, afro-américain, afro-descendant, canadien ou aussi, de des sociologues, finalement, afro-américaines ou afro-canadiennes. Et c'est vraiment d'une femme, justement, qui est venue le mot d'intersectionnalité. On nous a amené ce mot par cette chère et appréciée Kimberly Williams Crenshaw, qui, à la fin des années 80, en fait, est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que ma voix de femme noire n'est pas entendue, n'est pas comprise, puis n'est pas réfléchie dans mes yeux à moi et dans les yeux de toutes celles que je connais, tu sais, qui sont dans nos groupes. C'est rendu compte que d'un côté, la lutte féministe blanche était dans un point de vue situé très importante, tout à fait, très valable, mais que c'était ça qui était ça. Est-ce que tout était pris en compte? Pas tout à fait. Et d'un autre côté, les luttes antiracistes étaient souvent menées par des hommes noirs. Et là, il était comme, mais là, comme si on se met ensemble, qu'est-ce que ça donne? Si, par exemple, on allie ces luttes-là, où on va? Et là, amène le concept de l'intersectionnalité. Donc, le concept d'intersectionnalité, en fait, nous permet de reconnaître par diverses lentilles, c'est vraiment le mot qu'elle utilise, je l'ai traduit du mot lens. Donc, c'est comme, imaginons-nous une vision du monde avec plusieurs lentilles. Donc, si moi, Estelle, puis là, coming out, ça me dérange pas, je m'affirme. Je suis une personne qui vient d'un milieu très aisé de la ville de Québec. Oh. C'est aisé, là. Oui. Aisé Québec, c'est pas aisé partout dans la province. Milieu aisé, famille aimante, etc. Bon, queer depuis très longtemps. Vous l'aurez peut-être vu par mes petits boucles d'oreilles, là. J'essaie de l'exprimer. Non, mais pour vrai, t'es personne queer, machin, je grandis dans un monde, je suis une personne blanche. Genre, mes lentilles à moi s'arrêtent à certaines intersections. Puis il y a des vécus, puis il y a des points de vue situés que je ne pourrai jamais de ma vie comprendre par l'expérience. Donc, évidemment, puis ça, c'est une reconnaissance que j'aime bien faire quand je parle d'intersectionnalité, c'est que même si je parle d'intersectionnalité, j'ai quand même des freins puis des biais. Personnellement, en tant que sexologue aussi, genre, peu importe le nombre de livres que je vais lire là-dessus et à ce sujet-là, il y a une expérience aussi qui ne m'est pas propre. Donc, je porte une voix qui ne m'appartient pas, je porte des voix qui ne m'appartiennent pas, et j'espère rendre justice à tout ça. Quand on parle d'intersectionnalité, on parle de toutes les notions de racisme, de sexisme, on parle des notions de capacitisme, on parle de tout type d'oppression, finalement, qui sont reconnues à la fois et en même temps, et qu'on veut regarder avec une loupe spécifique. Donc, mettons, je dirais, les niveaux de vécu ou des points de vue situés, c'est vraiment comme nos lentilles personnelles. Mais si on se rejoint ensemble, il y a comme une pluralité de lentilles là, qui se mélangent. Fait que là, il y en a un qui va dire « on peut plus rien dire ». L'autre va être comme « c'est pas qu'on veut plus rien dire, c'est qu'on veut avoir une discussion ». Genre, on veut juste échanger là-dessus. Puis en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que de réfléchir dans une perspective intersectionnelle, c'est d'avoir la lentille en haut, genre. Puis là, genre, faut pas parler de 1984. Je veux pas dire que c'est ça, puis que c'est un Big Brother qui est, genre, différent. Blague à part. Non, mais pour vrai, c'est juste que c'est une vision beaucoup plus macro de la situation que micro de la situation. Donc, c'est vraiment une posture, puis c'est vraiment un cadre théorique, une réflexion, genre, qui nous aide à voir la globalité d'une rencontre sociale, finalement, ou d'un vécu situé. Puis ce qui est complexe aussi là-dedans, c'est qu'il faut se dire aussi, j'aime bien l'idée de lentilles, dans le sens que, tu sais, pour ceux qui en portent des lentilles, on sait comment ça peut être inconfortable. Puis, justement, dans cette optique
optique-là aussi de la chose. C'est que, par exemple, je vous mets en contexte, là, une femme noire, lesbienne, qui s'identifie à une identité de genre. Là, elle porte 3 lentilles différentes qui apportent 3, par exemple, l'homophobie, le racisme, que ça soit aussi juste la transphobie, par exemple, si c'est une femme trans en plus. Donc, ça amène déjà 3 oppressions de plus, 3 lentilles de plus qu'elle traîne chaque jour. Mais là, imaginez quand vous oubliez de changer vos lentilles une nuit, là, puis t'en remets par-dessus, puis t'en remets par-dessus. À un moment donné, t'as de la misère à bien voir, puis t'as besoin de gens pour t'éclairer aussi. Fait que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas le choix, parfois, de prendre la voix de gens, en fait, qui ne peuvent s'exprimer par, en fait, par acharnement, justement. C'est que c'est tellement de foi à vouloir s'exprimer puis à vouloir se défendre que l'énergie n'est plus là. Puis donc, on doit passer le flambeau puis faire comme, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux éclaircir les gens? Parce que clairement, j'ai l'impression que moi, ma voix, elle se fait pas entendre. Fait que de quelle façon je peux faire passer ma voix? Puis c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Bien, je pense que, tu sais, le point que tu soulèves, c'est comme aussi la notion d'allié, finalement. Oui. Mais, tu sais, c'est aussi important ce que tu dis, Héloïse, dans un contexte personnel. Puis c'est ça, en fait. C'est vraiment dans l'espace privé qu'on va essayer de reconnaître comment ça peut nous être utile, finalement, d'utiliser l'intersectionnalité. Parce que, mettons, moi, si je suis en relation avec une personne, par exemple, qui a un background financier, comme lié à la pauvreté, par exemple, à un statut de pauvreté, bien, en vous disant tout à l'heure que je venais d'un certain type de famille, tu sais, pas richissime, mais quand même bien nantie, bien, moi, j'ai des choses à reconnaître. Puis je pense que c'est un peu aussi ce que tu voulais dire, c'est comme, un moment donné, c'est genre, c'est pas de traîner la personne vers quelque chose qu'on est nous-mêmes, c'est juste d'être à l'écoute pour justement bien comprendre c'est quoi la situation qui se trouve entre nous, puis c'est quoi les systèmes d'oppression peut-être entre nous. Oui, voilà. Parlant d'oppression, vite de même, on va parler d'oppression, on va parler de privilège parce que c'est des thématiques qui sont comme un peu des sous-thématiques finalement de l'intersectionnalité. Puis une des définitions que j'aimais bien de l'oppression, c'est une autorité sociale. OK? Fait que une autorité sociale, c'est vraiment comme quelque chose qui est d'une part hors du contrôle de la personne qui les subit, ces oppressions-là, versus une pression. Pour moi, c'est important de faire la nuance entre les deux. Il y a une différence entre ce qui est une oppression, donc quelque chose qui est induit, qui est systémique, qui va toujours mettre des freins puis des bâtons dans les roues d'une personne, versus une personne qui vit une pression sociale, OK? Fait que je veux pas hiérarchiser les souffrances. Je pense que les humains ont une capacité à vivre des difficultés, malheureusement subissent des violences. Tout type d'humain a probablement ce genre d'expérience-là. Oui. Mais pas au même niveau quand même et pas selon les mêmes choses. Fait que si, par exemple, je sais pas, je donne un exemple banal, mais mettons que t'es une femme blanche puis t'es comme, ouais, mais c'est vraiment dur d'être une femme, tu sais, on vit beaucoup de pression. J'entends vraiment ce que tu dis, mais l'affaire, c'est que cette personne-là, au-delà de l'oppression sexiste, par exemple, le sexisme ambiant, quotidien, ce gentil petit... cette chose... ce boulet, en fait. Boulet. Ah, OK, ouais, un boulet. Tu sais, mis à part ce sexisme qui est vrai, qui est valide puis qui est présent, il y a quand même des choses autour, genre, il y a comme il y a des questions à y avoir, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que une oppression n'est pas non plus une pression de performance sociale qu'on impose sur le genre des gens. Donc, être un homme, c'est ça, puis être une femme, c'est ça. Parce que ça, on le sait que ça existe. On le sait que c'est dans le monde, c'est viable, etc. Mais quand on parle d'oppression, on parle pas d'une pression de performer un genre. Exemple, pour parler du sexisme, on parle vraiment d'inéquité totale et entière, de genre d'impossibilité à vivre quelque chose parce que littéralement, on va mettre des bâtons dans les roues selon ton nom de famille, là. Tu sais, genre, t'as un CV, ton nom de famille, je suis pas tellement sûre. Et donc, aujourd'hui, ce qui est difficile à dire, c'est qu'on essaye d'expliquer ce qui n'est pas visible. C'est ça aussi une oppression. C'est important de soulever ça puis de le dire concrètement. Malheureusement,
je pourrais pas te le montrer. Hein? Fait que, par exemple, le racisme historique, prenons par exemple l'apartheid en Afrique du Sud, c'est très clair. Hein? C'est Trevor Noah, je sais pas si vous le connaissez, qui est un animateur d'un Daily Show qui a adressé ça dernièrement dans un de ses shows, puis il était comme, tu sais, c'est clair, quand tu te bats contre un ennemi qui est clair, très facile, t'es genre, c'est whack, puis là, les gens sont comme, ah oui, c'est très whack. Mais quand, par exemple, tu arrives aux États-Unis pour t'acheter une maison, puis tu es une personne, exemple, afro-descendante, puis la personne est comme, ah, je vous suggérerais peut-être plus ce quartier-ci. C'est le quartier, genre. Puis là, exact. Puis là, t'es comme. Puis là, essaie d'expliquer ça, pour vrai. Très difficile. Très difficile d'exprimer une oppression systémique. Fait qu'on va essayer de le faire pareil. Puis, j'aimerais inviter notre premier invité. Oui. Qui va se présenter lui-même pour parler justement de ces violences-là, à se joindre à nous, dans le fond. Là. Donc, on t'accueille aujourd'hui, Maxence. Veux-tu un peu nous parler de toi? Bonjour. On adore ça, apprendre à connaître des gens. OK. Ben moi, c'est Maxence. Mon vrai nom, c'est lui. Je suis au cégep de Lévis depuis, c'est ma 3e année, dans le fond. Je suis en sciences humaines et langues. Nice. Puis j'ai fait mon coming out trans en 2022, en mars 2022, je pense. Fait que ça fait à peu près 1 an et demi que je suis out en tant qu'homme trans. Est-ce qu'on pourrait parler de la notion, justement, d'oppression, tu sais, dans le quotidien? Tu sais, c'est quoi, justement, de vivre des oppressions, mais vraiment, de se souvenir qu'on parle vraiment des relations intimes, tu sais, quelles qu'elles soient, genre. Comment ça peut avoir un impact, finalement, là-dessus, là, nos vies? Je dirais que les oppressions, surtout dans l'intersectionnalité, moi, je pense que je peux dire que j'en vis parce que je suis, de un homme trans, de deux, j'aime les hommes, entre autres. Entre autres. Yeah. Ils sont nice, les hommes. Ouais. Puis aussi, j'ai été élevée en tant que femme. Fait que je peux avoir une certaine vision par rapport à ça. Tu sais, je peux mieux comprendre le point de vue des femmes dans la société pour le sexisme, tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est cool ce que tu dis, là. Tu es en train de parler aussi que, tu sais, il y a certaines oppressions qui peuvent aussi, genre, tu sais, faire comprendre que les individus, tu sais, vraiment leur faire prendre conscience, finalement, de certains enjeux qui leur permettent, finalement, de... Parce que, tu sais, à the end of the day, tu sais, mettons, il y a certaines personnes trans qui vont, à un moment donné aussi, peut-être être, genre, tomber du côté peut-être du privilège. Mais comme, moi, je serais vraiment intéressée comme que tu parles un peu de cette notion-là. Tu sais, comme, est-ce que tu vois cette transidentité-là, tu sais, comme quelque chose qui t'amène aussi, genre, des atouts sociaux, des gains, des trucs comme des ça? Des privilèges, dans le fond. Ouais. Pas un privilège, je dirais, non. Là, mais plus comme un atout social parce que, pas au niveau de mes relations nécessairement, mais personnellement, je peux mieux comprendre les gens qui m'entourent parce que si j'avais été née dans un corps d'homme, j'aurais pas eu de dysphorie de genre, ça c'est sûr, un petit plus, mais j'aurais pas non plus compris nécessairement c'était quoi de vivre dans une société en tant que femme. Fait que j'aurais peut-être été portée à être un petit peu plus sexiste, avoir des préjugés. Tu sais, je viens de campagne aussi, fait que ça peut influencer les gens de mon école secondaire. C'était pas génial, mettons. Là. Puis aussi, je pense qu'au niveau de ma sexualité, j'aurais peut-être pris plus de temps à comprendre que j'aimais les hommes. Puis peut-être que j'aurais démontré plus d'homophobie par rapport à ça aussi. Fait que je pense que vraiment par rapport à ça, ça m'a aidé à être plus acceptant des autres, plus tolérant. Puis j'ai vraiment compris beaucoup sur moi, mais aussi sur la société qui nous entoure. Là. Fait que j'ai vu aussi les différences en transitionnant sur comment est-ce qu'on traite les femmes, mais comment est-ce qu'on traite les hommes. Genre, au début, je pensais pas que les hommes pouvaient avoir des expériences négatives par rapport à la société, mais en transitionnant, j'ai compris certaines affaires, tu sais, comme maintenant, genre, avant ma transition, je pouvais aller voir des enfants, c'était vraiment correct. Mais là, si j'approche un enfant comme ça, que je connais pas, c'est vu comme si j'étais possiblement un prédateur. Fait que c'est vraiment pas pareil dans ce sens-là. Puis aussi d'autres affaires, tu sais, les hommes sont un petit peu plus tactiles entre eux autres. Ils vont peut-être moins l'être avec des femmes d'habitude.
Fait que, tu sais, quand tu te fais faire des attouchements un peu, tu sais, ça peut être un peu dédramatisé. Puis des choses comme ça, là. Genre, vivre des violences sexuelles, finalement, là, Ouais, comme... mais tu sais, une fois, j'étais dans un concert, puis tu sais, je me présentais comme homme dans ce temps-là, puis genre, je m'étais fait comme pogner les fesses, puis tu sais, c'était... Il me semble que, genre, si j'avais été... Genre, si je m'étais présenté comme une femme dans ce temps-là, peut-être qu'il y aurait eu moins, genre... Oui. Ouais, c'est ça. L'attouchement, au final, Ouais, c'est ça. face à toi, qui n'était pas désiré, là, tu sais, comme dans le fond, ben, you can, tu sais, comme, tu peux le supporter, t'es un homme, fait que tu peux supporter ça, Ben, toi, c'est tu sais. ça. Tu sais, ben, je suis pas aux hommes, fait que c'est pas grave, mais tu sais, ça reste que je suis pas confortable que tu me touches les fesses, genre. Voilà. Puis ça aussi, ça peut, tu sais, contredis-moi si c'est le cas, mais tu sais, ça peut justement intervenir dans les relations, en fait. Tu sais, on le prouve aujourd'hui que ça intervient dans les relations intimes, dans les relations amoureuses, puis sexuelles aussi. Tu sais, aussi par rapport au phénomène en ce moment, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment important qu'on en parle, justement, du fait que, bon, les personnes trans sont beaucoup sexualisées aussi, puis que, justement, dans les relations, est-ce que toi, tu as déjà pu sentir de l'oppression dans une de tes relations ou que tu sentais, justement, que ton identité créait de l'oppression ben, face à toi-même ou face à l'autre, en fait? Ben, je dirais que j'ai déjà ressenti dans mes amitiés plus que dans mes relations amoureuses ce problème-là parce que personnellement, genre, j'ai juste eu des relations avec des personnes trans ou queer. Mais dans le fond, c'est ça. Plus dans les amitiés ou la famille, des fois, les gens, ils comprenaient pas nécessairement. Fait que là, ben, ils savaient pas trop comment approcher. Que là, il y avait comme un malaise, une distance un peu qui était créée avec ma famille, tu sais. On est supposé comme être proches relativement. Fait à cause de ma transition, tu sais, ça pouvait créer comme un petit froid, tu sais, genre, ah, mais là, tu veux que je t'appelle Maxence, mais dans mon cœur, t'es ma petite fille encore. Tu sais, des choses de même, tu te sens pas nécessairement comme complètement accepté puis aimé autant qu'avant ta transition, mettons. Fait que j'ai oublié la question. Mais c'est très bon, la réponse à la parfait. question oubliée. Non, mais pour vrai, comme tu soulèves un vraiment gros point, tu sais, comme quand on parle de relations intimes, on parle aussi de nos relations familiales, tu sais, puis, tu sais, allons-y, là, comme pas dans le sens qu'on est censé d'en parler en ce moment, fait que pas comme amoureusement ou comme relationnellement de ce type, mais ça reste quand même que nos relations intimes, c'est nos relations familiales, c'est nos relations amicales, c'est nos relations, oui, amoureuses. C'est les relations qui sont le plus près de notre soleil, genre, moi, j'appelle ça, tu sais, notre écosystème, un peu, là, notre genre de galaxie personnelle, tu sais. Peut-être qu'on n'est pas le soleil, là, mais on se le souhaite quand même un peu. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, tu sais, les membres de notre famille sont aussi des personnes très proches, puis ça crée des conflits, ça crée des décalages, ça crée comme aussi ouais, ça nous renvoie à des choses qui peut-être vont aussi être ramenées dans nos relations intimes et amoureuses. Tu sais, tantôt, Héloïse, tu parlais, tu sais, comme de nos traumas aussi, puis comme, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on porte, en fait, là. Puis une de ces choses-là, c'est la honte. Puis la honte, en fait, elle est vraiment souvent... gérée, je crois, c'est vraiment comme juste une réflexion de même que j'ai, gérée, je crois, par l'ego, tu sais. Puis quand une personne a un trop fort ego, ça prend comme toute la place, puis t'es comme, qu'est-ce que tu me caches? Comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, qu'est-ce que t'as, genre? Et là, conflit peut-être à l'intérieur de la relation, versus une personne qui s'est vue réduire un peu, genre, comme tu dis, son estime de soi, son ego, etc. Là, il y a comme que la honte, on dirait, qui est transmis ou qui est vécu ou ressenti par la personne. Et là, d'un côté comme de l'autre, genre, je sais pas comment dire, mais train wreck. Tu sais, comme dans tes relations amoureuses, il y aura rien de bon qui va sortir de ça. Fait que, tu sais, comme dans tous ces types de relations intimes qui peuvent nous amener des violences insidieuses, nous amener des violences claires aussi, là, tu sais, genre dans le sens où une claque derrière la tête parce que ton chum, ta blonde n'est comme pas d'accord avec toi. C'est une violence. C'est une violence. Une grande violence, oui, effectivement. Elle est pas pire, quelque chose quand même, là, tu sais, cette violence-là. Tu sais, si la personne est comme « Ah, tu peux-tu pas t'habiller de même aujourd'hui? » Tu sais, ça me stresse dans ma famille, genre que tu sois comme, mettons, une personne qui a de l'air, genre, tu sais, trop masculine. Tu sais,
ça paraît pas comme quelque chose de tangible, clairement, mais ça va réactiver ces choses-là que tu parles, Héloïse, qui sont vraiment comme des traumas et ou juste la honte de façon générale. Puis je pense que c'est une chose qui est vraiment importante à adresser justement pour lutter justement contre les violences insidieuses dans les relations. Vraiment. Puis moi, je pense aussi que justement, dans ces côtés-là, même au niveau familial, tu sais, on a beaucoup tendance à défendre qui nous a éduqués et c'est normal, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est normal d'avoir de la reconnaissance pour nos parents, pour nos grands-parents, nos tantes, nos oncles, peu importe la famille que vous êtes créée ou qui vous a éduqués. Puis c'est normal d'avoir de la reconnaissance. Par contre, d'être d'accord et avec les choix que ces personnes-là ont pris face à vous, c'est pas obligatoire. Puis ça, en fait, cette violence-là peut être très subtile, comme juste de, littéralement, tu sais, de devoir choisir comment tu t'habilles ou, tu sais, comme un parent qui ne respecte pas ton identité de genre, quelque chose comme ça, tu sais, c'est des petites violences qui sont finalement grosses, qu'on ne s'aperçoit pas, qu'on laisse, qui sont cachées et qui s'accumulent. Et ça, justement, moi, je trouve ça très intéressant, Estelle, ce que tu disais par rapport à la honte, parce que c'est vraiment ce sentiment-là qu'on ressent quand on ressent des émotions de notre passé, ou tu sais, des fois, juste votre partenaire, votre ami, votre parent, votre cousin va vous dire une phrase, juste une phrase, un mot. Ça vient allumer quelque chose, puis ça comme te rend soit très agressif, soit comme en pleurs, tu sais, t'imploses, t'as envie d'exploser. Puis ça, comme tu le sais pas, fait que tu le mets de côté, puis ça recommence au final. Fait que ça, c'est des formes de violence qui sont face à toi-même, pour commencer. Parce que cette violence-là, tu te l'imposes, tu te la crées intérieurement face à toi-même. Et ça fait que justement, par la suite, tu vas l'exposer aux autres, cette même violence-là que tu ne veux plus garder en toi, finalement, ben tu l'exposes parce que c'est ta seule façon de te défendre, c'est ce qu'on t'a appris. Puis c'est correct de le reconnaître, mais c'est possible aussi de le changer. Oui. Ça, c'est important, tu sais. C'est pas parce que tu es éduqué comme ça qu'il n'y a pas possibilité de changer. Puis justement, l'introspection vient avec ça dans le sens, est-ce que moi, j'ai envie, en fait, que mon partenaire se sente, par exemple, comme moi, j'ai pu me sentir à ce moment-là? Est-ce que ce que je viens de dire, ça représente bien? C'est ce que je ressens aussi dans mes relations. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas de pas avoir de colère, là. Non. Ça, c'est une des choses, je trouve, qui est difficile à jongler, là, quand même, là, tu sais, tu sais, comme toutes les visions aussi du ressenti, puis tu sais, comme juste, genre, de s'incarner, puis tu sais, comme à un moment donné, on s'incarne pas, là, comme on est en... Oui. Tu sais, genre, puis on est fâché, puis ça nous a heurté, puis c'est comme, ou on a heurté quelqu'un, puis là, comme, faut l'adresser, puis faut que ce soit vécu, puis, ouais, genre... comme adressé, puis comme... Est-ce que, genre, t'as besoin d'une conclusion après, comme, une chicane? Pas tout le temps. Encore une fois, n'oubliez pas de boire de l'eau et faites vos discussions peut-être après avoir mangé au souper. Mais, puis pas par texto. Oh non, 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 Là, non. je fais ma vieille madame, là, genre, madame, en tout cas, whatever. Mais genre, pour vrai, pas tant par le monde numérique. Les choses vont s'adresser de la meilleure des façons, OK? Il y a des choses qui sont intéressantes à écrire aux gens des fois, comme « Hey, j'aimerais ça, comme t'envoyer une réflexion. Ah, j'aimerais ça, si, ça. » Mais de façon générale, là, le face-à-face, là, c'est goals, gang. Là. Ça cogne, là, c'est bon, là, le face-à-face, là, ça marche encore. Maintenant, une oppression ou vivre des oppressions dans le monde intime, ça nous permet pas tout le temps non plus, je pense, de s'exprimer. Tu sais, tu parlais, Héloïse, on se fait dire, tu sais, il faut communiquer. Ouais, moi, j'adore ça, là, dire à des gens, genre, communique, là. Mais comme, pour vrai, comment dans un truc comme ça? Tu irais où, toi, mettons, puis ça serait quoi tes cues, genre, dans le fond, dans un contexte intime, relationnel? Tu sais, si, par exemple, on ressent de la violence dans notre relation intime basée sur nos oppressions. Genre, par exemple, justement, parce que ça vient figer, là, les gens ont peur là, quand ils vivent des commentaires négatifs ou tout type de violence. Là, ils vont avoir peur, ils vont figer. Fait que moi, je me demandais juste comme, est-ce qu'il y a des choses, y a-t-il des façons de faire qu'on peut discuter entre nous en ce moment pour être capable de se libérer de ça aussi, tu sais, comme si nous, on vit des oppressions dans notre relation, comment on les adresse à l'autre personne ou aux autres personnes avec qui on sort, mettons? Ouais, ben moi, je dirais de prendre un petit moment de recul pour vraiment, genre, se calmer un peu. Moi, je fais des push-ups, ça m'aide. Parce que quand je suis fâchée, là, l'agressivité, après ça, c'est correct. Puis, tu sais, laisser l'autre aussi repenser à ce qui a été dit dans la situation problématique. Puis après ça, à tête reposée, revenir parler puis dire, ben tu sais,
quand tu as dit ça, moi, ça m'a heurté. Genre, je me suis ressenti 3 petits points comme ça. Puis là, t'expliques un peu pourquoi. Puis c'est ça. L'autre, il va répondre à ça. Là. Ouais, ça demande vraiment beaucoup de courage, là, le pourquoi. Là. Souvent, on parle de vulnérabilité. Oui. C'est Brené Brown, la travailleuse sociale américaine, qui nous rappelle constamment qu'en fait, quand elle a commencé à faire ses études sur la honte, puis le courage, elle s'est rendue compte qu'en fait, le plus grand des courages, c'est la vulnérabilité. Puis, tu sais, Maxence, ce que tu viens de soulever, c'est exactement ça. Là. Quand tu expliques le pourquoi d'une sensation, c'est vraiment le gros du travail. Fait que merci vraiment pour comme, ce cue-là. Je pense que même moi, je pense que je vais le garder pour la suite. Puis, par rapport à ça, justement, je trouve ça super bon parce que, effectivement, dans notre société, c'est un fait. Aujourd'hui, même, parler de vulnérabilité, ça fait fuir beaucoup de gens. Donc, déjà, dès surtout notre génération, on a l'impression que dès qu'on va parler de l'émotion ressentie, du pourquoi, ouais, c'est vraiment du pourquoi. Donc, moi, je me sens comme ça parce que j'ai vécu ça dans mon passé, ce qui m'amène à avoir une réaction comme ça face à toi, mais ce n'est pas toi qui m'amène cette réaction. Donc, juste de dire ça, c'est considéré comme de la faiblesse. Au final, c'est une force d'esprit incroyable. Et ça, il faut être fier de vous. Ça, tu sais, moi, je m'exprime face à vous aussi. Soyez fiers des petits pas que vous faites, puis d'être capable de vous confier, de parler, puis en fait, de se mettre à nu. Mais nu de l'âme, moi, je parle, là. Puis c'est très important dans le sens où que, tu sais, par exemple, moi, j'ai donné un exemple que vraiment, ça me dérange pas de parler du tout. Tu sais, avec ma copine, justement, moi, j'ai vécu des agressions à caractère sexuel, ce qui, aujourd'hui, me pousse à avoir des réactions au niveau de ma sexualité. Donc, ça aussi, si j'en parlais pas, si je ne m'exprimais pas là-dessus et que je gardais ça, je peux même pas vous expliquer à quel point je serai en colère chaque jour et à quel point je ne pourrais pas avoir de relations sexuelles et que si j'en avais, ce serait des relations sexuelles auto-sabotrices face à moi-même, finalement, et je ne m'écouterais pas. Donc, ça aussi, vivre la violence sexuelle, ça peut être par rapport à vous-même aussi, donc de vous imposer cette violence-là par auto-sabotage. Et donc, ça aussi, il faut en parler. Là, je sens que je me suis auto-sabotée avec toi. Tu sais, je sens que je suis allée vers des patterns, des choses que j'aime pas. Puis, je sais pas pourquoi. Fait est-ce qu'on peut en discuter ensemble? Ça vient me toucher. Pendant aussi la relation sexuelle, d'arrêter, faire comme, hey, wow, let go, tu sais. Être capable de faire comme, là, je me choisis, puis je te choisis. Puis d'être accueilli, là, tu sais, comme, tu sais, vous avez comme deux perspectives super bonnes, tu sais, soit les violences qu'on nous inflige versus les violences peut-être qu'on inflige. Puis ça, c'est vraiment une discussion qui est importante à avoir avec soi-même, mais aussi avec les personnes dans notre monde intime, justement. Mais tu sais, comme, c'est vraiment un bon point de dire, genre, crime, il va falloir aussi que je reconnaisse les choses aussi que j'induis ou que j'inflige à ma ou mes partenaires, justement, amoureux et ou sexuels. Puis, tu sais, de tous les lieux intimes, c'est sûr que, tu sais, Héloïse, comme tu dis, quand tu es dans la sexualité, là, de demander ça à tout le monde, ça va être tough, là, mais c'est effectivement le summum, là, tu sais, le lit, le lieu. T'as pas à avoir de la sexualité pour être dans une intimité sensuelle non plus, mais tu sais, comme d'adresser ces choses-là qui sont tellement difficiles, c'est vraiment dur, mais pour terminer sur ce point-là, j'aime beaucoup un chercheur qui s'appelle John Gottman qui explique souvent la notion de, tu sais, dans les relations amoureuses, une des choses qui est la plus facilitante, c'est tout le temps de demander à l'autre comment on va avoir besoin de lui, d'elle ou d'eux. Pendant genre notre semaine, aussi banal que ça puisse paraître. Parce qu'après, John, ce que ce chercheur-là soulève, il dit, ben après, moi, là, comme si Julie, là, sa conjointe, me dit « Hey, j'ai besoin que tu step up, man, parce que cette semaine, je vais pas bien, j'ai de la difficulté, c'est tough, les enfants me gossent, man. » Genre, tout ça, ben il est comme « OK, c'est quoi le plan? » Genre, arrête d'être dans ta bulle. Ta lecture de chevet, là, le soir, là, en tant que, genre, monsieur, genre, intellect, tu te le mets de côté pour la semaine suivante, puis implique-toi, sois là. Puis, ce que John dit souvent, c'est, ben quand moi, je me fais dire ça, je suis libre.
Je suis enfin libre, en fait. Je suis libre parce que je suis pas là à essayer de trouver, OK, man, comment je peux bien être genre accueillant de la bonne façon, nanana. Et donc, d'où l'importance de nommer ses propres choses parce que si tu le travailles pas, si tu le communiques pas, il y a pas de réceptivité. Mais là, vous me voyez venir, quelqu'un qui reçoit pas vos affaires. Bye. Voilà. Moi, personnellement, comme il n'y a pas de. Tu sais, après un certain temps, là, comme je pense que si une personne est juste genre. Est tout le temps comme dismissive, là, genre, se rabat là, du côté de la main, genre, votre propre vécu, puis vos oppressions, puis vos violences, c'est comme quotidiennes. Je pense que c'est important de le reconnaître, puis de. Moi, je suis pro-rupture dans la vie, gang. Oui, vraiment, Rompez. c'était déjà un bon Quittez signe. le monde. Oui. Faites-vous quitter, ça va être tough. Mais genre, c'est vraiment correct de rompre dans la vie, puis c'est une bonne chose. Sur ce, un petit mot de la fin pour le rapport intersectionnalité, relations amoureuses, de l'intime, amicale, etc., et des violences peut-être insidieuses. Un mot d'espoir. Par rapport à l'intersectionnalité, je voulais aussi rajouter un petit quelque chose parce que vous avez dit, tu sais, c'est comme des lentilles qu'on rajoute, mais c'est plus que ça parce que il y a aussi l'interaction avec les deux qui va faire de quoi. Comme exemple, moi, je suis un homme trans et j'aime les hommes. Quand j'ai fait mon coming out, mon grand-père, il m'a accepté. Il était comme, ah, pas de problème avec ça. Parfait. Après ça, je lui ai annoncé que j'avais un chum. Puis là, il était comme, ah, fait que tu changes d'avis, finalement, tu veux redevenir une fille. C'est ça, tu sais, ça peut comme influencer. C'est pas juste être gay, c'est pas juste être trans, c'est vraiment l'interaction avec tout ça qui change de quoi, là. Exact. C'est comme la grande lentille, finalement. C'est comme l'idée, c'est d'aider les gens ou de se permettre de comprendre, de voir l'ensemble d'une dynamique, finalement, individuelle, mais aussi de groupe, tu sais. Je pense que d'un autre côté, on peut aussi comprendre, tu sais, c'est tough des fois avec nos grands-parents. Tu sais, moi, mes grands-parents sont d'une autre génération que les vôtres, là. Puis il y a aussi cette dynamique-là, je pense, qui te tient à cœur dans ce que tu dis. Si je me trompe, là, comme ton rapport à toi dans tes dynamiques et tes intersections, mais aussi comme ton rapport à ton grand-père, comme comment on joue avec ça, comment on jongle, vraiment, cohabiter, c'est un défi là, parce qu'ils n'ont pas été élevés de la même manière que nous. C'était vraiment un monde différent. Il y avait juste des hommes puis des femmes, puis c'est juste que dans les culottes, that's it. Puis l'homosexualité. Et moi, j'aime pas ça, aller sur la rue Sainte-Catherine, là, ça me met mal à l'aise. Ou des trucs de même. Fait que tu sais, juste avoir une discussion ouverte, puis essayer de se parler de façon respectueuse, puis vraiment comme se souvenir qu'au fond, tu sais, on s'aime parce qu'on fait la même on est parti de la même famille, puis on reste les mêmes personnes, tu sais, il faut s'en souvenir, puis je trouve que c'est important dans les relations intimes parce que bien souvent, dans le coming out, il y a la peur de se faire abandonner par ses proches. Tout à fait. Et cette peur-là, en fait, je pense que c'est la pire peur que tu peux avoir, là, de penser que ton propre parent va perdre l'amour. Non, mais tu sais, c'est vraiment grand. Puis ça, justement, ben, tu sais, la peur engendre la violence. Puis c'est un cercle qui continue. Fait que si t'as peur de quelque chose, si quelque chose que tu ne comprends pas face, même, mettons, à la communauté queer, par exemple, pose des questions, tu vas avoir un peu moins peur, tu vas peut-être un peu plus comprendre, tu vas avoir moins de haine. Yes. Sur ça, moi, je terminerais ce beau segment en disant que aimer, c'est un verbe d'action, gang. Ah, c'est donc un bon! Yes! Yes, merci Max! Max.